Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau consacré aux questions écologiques à Mediapart. Cette année, une fois de plus, nous prouve que le changement climatique est en train de bousculer les équilibres environnementaux, sociaux et politiques du monde. Épisodes de canicule, méga-feux, crise énergétique, tous les signes sont là pour nous montrer que la Terre brûle et pourtant les politiques préfèrent détourner le regard. Pendant une heure, nos journalistes du pôle écologie vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Bonjour Amélie Poinceau. Bonjour Anna. Bonjour Jadine Garde. Bonjour. Et bonjour Michael Correa. Bonjour. Mediapart est en accès libre aujourd'hui. Vous pouvez poser toutes vos questions en direct sur le site internet. En coulisses, les collègues font le tri parce que nous recevons beaucoup de questions et nous ne pourrons pas tout poser en une heure seulement. Si vous voulez déjà vous présenter et nous expliquer comment vous travaillez à Mediapart. Oui, donc on est trois effectivement à travailler pour le pôle écologie. On s'est réparti un petit peu les thématiques. Alors moi, si je parle de mes thématiques, moi ça tourne autour des questions agricoles. C'est en fait très large puisque ça va de l'accès au foncier à la manière dont on produit, la manière dont on cultive, la manière dont on élève les animaux, etc. Et puis ensuite ça va jusqu'à ce qu'on mange dans nos assiettes. Et donc avec toutes les dérives qu'il peut y avoir à chaque stade de toute cette chaîne de production. Et donc l'un de mes grands axes de travail, c'est la dénonciation des lobbies, des méthodes de l'agro-industrie, la façon dont tout cela se décide, que ce soit dans les cercles politiques français ou européens, parce qu'en matière de politique agricole, en fait, il y a énormément de choses qui sont déterminées par la politique agricole commune, donc qui se négocie entre les 27 États membres de l'Union européenne, et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent à Bruxelles, qui est un endroit aussi où il y a beaucoup de lobbies, en tout cas des lobbies très actifs, qui mettent les moyens aussi pour convaincre les députés européens de voter dans un sens ou dans un autre. Un autre axe de mon travail, c'est de dénoncer en fait les méthodes de l'agriculture industrielle avec l'usage des pesticides en particulier et de produits très toxiques à la fois pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine et évidemment les conséquences désastreuses en termes de biodiversité puisque donc les pollinisateurs en particulier ont énormément baissé depuis qu'on utilise ces méthodes de chimie en agriculture. Voilà, et puis il y a aussi évidemment un aspect social dans tout ça, puisque voilà, je traite d'un monde qui s'effondre. En réalité, le monde agricole ne cesse de chuter depuis des décennies, et avec un énorme problème aujourd'hui autour de la question du renouvellement des générations. Voilà, pour résumer très brièvement. Eh bien, moi, je travaille essentiellement aujourd'hui sur les questions de pollution industrielle. À la fois dans le fait qu'elles sont le résultat on va dire, non-respect par bien des industriels des règles imposées. Donc beaucoup sur les questions de pollution, à la fois sur donc, ces mécanismes-là de pollution, les impacts sanitaires, les impacts environnementaux, évidemment. Et ce travail sur les pollutions, je l'accompagne d'un travail sur ce que j'appelle l'écologie urbaine. Donc en fait, il y a un peu une sorte de répartition ville-campagne, mais qui nous tenait à cœur pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, mais notamment parce que les questions sociales et raciales se posent fortement dans les grandes concentrations urbaines et que ça nous paraît, en tout cas ça me paraît essentiel de les croiser avec les enjeux d'écologie aujourd'hui. Et enfin, j'ai un peu un troisième cheval de bataille qui est le nucléaire. Du coup, moi, je travaille plus sur la question climatique avec, on va dire, un espèce de postulat de base qui est le fait que, on va dire qu'en termes d'alerte scientifique, il y a vraiment un travail qui a été fait. Et là, le travail que je fais, pour faire simple, c'est d'identifier plutôt les blocages. Enfin, où est-ce qu'en termes de sphère de pouvoir, où sont les blocages pour vraiment essayer d'initier cette transition énergétique-là, en tout cas cette transition climatique. Peut-être plus pour parler des formats, parce qu'on n'en a pas parlé. Ce qu'on fait, nous, au pôle écologie, on traite bien évidemment l'actu. Par exemple, je suis parti il y a quelques semaines, pendant 15 jours, pour suivre ce qui s'est passé durant la COP26 à Glasgow. Et là, encore une fois, le but, c'était aussi de déconstruire qu'est-ce qu'il y avait derrière les discours, les grandes annonces des dirigeants. Il y a tout un volet reportage. On essaye, quand on peut, quand on veut, d'aller sur le terrain. Un des derniers reportages que j'ai fait, par exemple, je suis parti en Belgique en juillet dernier pour voir un peu les conséquences d'une catastrophe climatique qu'il y avait eu sur place suite à de grandes inondations, et puis essayer de montrer aussi en quoi les quartiers populaires
était vraiment en première ligne de ce chaos climatique-là. C'est pour un peu sur le point sur lequel insistait Jette, sur le fait que cette question sociale, raciale et de genre, elle est vraiment aussi très pertinente pour nous, en tout cas pour l'écologie, pour essayer de traiter ces sujets. Bon, il y a aussi tout le volet enquête qui est vraiment un peu notre patte à Mediapart. Depuis quelques temps, je travaille sur Total, et puis il va y avoir d'ici quelques semaines, un nouveau volet sur Total. Et pour terminer, on fait aussi pas mal d'entretiens, des petits entretiens un peu plus de fond, plus intellectuels. Là, par exemple, j'ai fait toute une série d'entretiens sur comment le genre était une question vraiment structurante dans la question climatique. Là, je commence un nouveau volet sur la question de race, par exemple. Donc, on essaye comme ça, avec divers formats, d'essayer de balayer cette question-là, qui est quand même relativement large aujourd'hui. Merci pour ces explications. On va attaquer avec les premières questions de nos abonnés. De Daniel, comment éviter le piège de la comptabilité nationale des gaz à effet de serre? On a l'impression que toute une série d'industries polluantes sont délocalisées dans des pays où cela gêne le moins. Est-ce qu'il y a des statistiques basées sur ce qui est consommé? Mika, peut-être. Oui, bon, écoutez, oui, c'est vrai que le piège des émissions nationales, il y a quelque chose déjà. C'est vrai qu'il y a ce récit dominant-là des émissions à l'échelle nationale ou des émissions à l'échelle des individus qui est vraiment important à déconstruire. C'est une espèce de récit dominant qu'on essaye d'attaquer ici à Mediapart. Je pense que c'est à mettre déjà dans cette question de la responsabilité, qu'elle soit individuelle ou nationale en tout cas. C'est à mettre un peu dans le réflexe libéral d'aujourd'hui. Ça veut dire que, au même titre que le racisme ou le sexisme, c'est pas des questions de relations inter-individuelles, mais c'est vraiment une construction sociale, historique. Au même titre aussi que les violences policières, par exemple, c'est pas des moutons noirs, mais c'est vraiment quelque chose qui est systémique. Pour le réchauffement climatique, on essaye de nous servir un peu le même discours, de dire c'est tel pays qui est notamment la Chine, par exemple, ou les États-Unis qui sont les plus gros émetteurs. Nous, ça ne nous regarde pas en tant que Français. Ce qu'il faut déjà savoir pour essayer d'avoir une analyse un peu plus systémique et pas tomber dans ce piège-là des émissions à l'échelle nationale, pour moi, c'est la question vraiment de la responsabilité historique. On commence à avoir des calculs assez fins depuis le début de la révolution industrielle, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, pour voir un peu qui sont les responsables historiques. Bon, la France, elle fait partie, je crois qu'elle est 10e ou 11e, enfin, elle fait partie des 23 plus grands émetteurs historiques de CO2, qui à eux seuls ont émis, depuis le début de la révolution industrielle, la moitié des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, j'ai rien qu'à travers cette responsabilité historique, ça permet de casser ce truc-là. C'est des discours qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. En tout cas, moi, je vois quand je publie mes articles, à chaque fois dans les commentaires, on nous dit « Mais nous, on a fait le boulot, ça ne nous regarde plus tout. » Ça permet de mettre un peu ça en exergue. Après, tu as aussi quand même peut-être parce qu'il me semble qu'il y a une part très précise dans la question de cette personne, c'est que c'est mesuré aujourd'hui. On peut mesurer aujourd'hui ce qu'on appelle les émissions importées. Peut-être que ça, tu pourrais préciser. Je ne serais pas pertinent là-dessus. Ah ok, je rebondirai sur parce que moi j'entends ça dans la question. Parce qu'en gros, effectivement, les émissions de CO2, historiquement, elles sont comptabilisées par pays. Et donc, il y a une méthodologie qui fait qu'on comptabilise en fait les émissions sur un territoire national. Mais aujourd'hui, et ça a été une grande bataille de la part de plein d'écologistes, qu'ils soient chercheurs, experts ou militants, associatifs, a été obtenu le fait que dans les décomptes qui se font aujourd'hui par tous les labos de recherche qui travaillent un peu sérieusement sur la question du bilan carbone et de l'empreinte carbone de la France, ce qu'on appelle les émissions importées, c'est-à-dire que les émissions qui ont été émises à la production par les produits consommés en France sont comptabilisées et de mémoire, ça représente à peu près 30% en plus des émissions CO2 nationales. C'est juste pour dire, et ça ne retire rien à l'importance de ton analyse systémique, mais que par ailleurs, quand même, en méthodologie, maintenant, on a des outils qui permettent de décrire ça. Non, un des exemples, j'allais pour continuer là-dessus, un exemple par exemple qu'on voit beaucoup, c'est on commence à mesurer l'empreinte carbone des banques, justement avec ces questions-là de qu'est-ce qui est importé à travers la production, comment une banque qui va commencer par exemple à mettre du capital sur certaines sociétés. On est en train de voir que les banques françaises font partie des plus grands pollueurs européens. Si je me souviens bien, les 6 premières banques françaises, elles émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des Français. Donc, on commence à avoir justement comme ça des méthodes de calcul qui permettent d'avoir un autre regard que sur ces émissions-là, ces 400 millions de tonnes de CO2 qu'émettent la France. On est en train de voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, effectivement. Une question de Frédéric. La PAC votée récemment est-elle à la hauteur de la situation? Et sinon, quels sont les blocages au niveau européen, les lobbies, les États, l'UE?
Peut-être pour Amélie. Donc la PAC, non, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai écrit à plusieurs reprises ces derniers mois, puisque depuis un an, à peu près depuis que cette nouvelle PAC était en négociation à Bruxelles, je suis régulièrement revenue sur le sujet. D'ailleurs, au passage, on peut souligner qu'on est le seul média, en fait, parmi les médias généralistes, à traiter en fait de cette PAC, qui est un sujet, il faut le dire, assez complexe. Et bon, évidemment, la presse agricole, la presse spécialisée, évidemment, relate tout ça, mais c'est un sujet qui est assez délaissé par la presse généraliste, qui, moi, m'étonne beaucoup, parce que c'est quand même une enveloppe d'argent public énorme. En fait, c'est le plus gros budget public européen, et pour la France, en fait, c'est 9 milliards d'euros par an, quand même, donc c'est conséquent. Et en fait, cette PAC, paradoxalement, ne tient pas du tout compte des enjeux climat et des enjeux de chute de la biodiversité. Elle a été, en fait, négociée sur la base d'une feuille de route qui avait été déterminée par l'ancienne Commission européenne, donc celle qui était aux manettes de l'exécutif européen jusqu'à l'automne 2019. Et depuis, il y a eu donc cette nouvelle commission dirigée par Ursula von der Leyen et qui est censée, enfin en tout cas, elle s'est fixé un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55%. Tu m'arrêtes, Michael, si je me trompe, à l'horizon 2030, et d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Et évidemment que l'agriculture a une énorme part là-dedans, sauf que la feuille de route de la PAC n'a pas été revue entre-temps, au regard des nouveaux objectifs européens. Donc c'est tout le paradoxe que j'ai souligné à de nombreuses reprises. Et en fait, le problème pour la PAC, c'est qu'à la fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a des lobbies très actifs à Bruxelles, et notamment le grand syndicat, en fait, la grande confédération syndicale qui regroupe tous les syndicats européens comme la FNSEA, qui sont les syndicats majoritaires et qui promeuvent en fait depuis longtemps l'agriculture industrielle. Donc eux, ils sont très actifs, c'est le COPA-COGECA. Ils sont très actifs à Bruxelles. Et, par exemple, à titre d'exemple, ils envoient en fait des consignes de vote aux députés européens, par exemple, pour leur dire de voter dans tel sens ou dans tel autre à chaque fois qu'il y a un vote déterminant au sujet de la PAC. Et donc la dernière PAC qui a été donc actée, c'était il y a à peu près un mois pour les 4 années à venir. Donc on reste dans les rails de ce qu'a toujours été la politique agricole commune, aussi parce qu'il y a une forme d'inertie, malheureusement, au-delà du travail des lobbies et des convictions politiques ou idéologiques de certains, il y a aussi malheureusement une inertie très forte des institutions à Bruxelles. Donc, voilà. Une nouvelle question de Francis. On a l'impression que dans le débat médiatique et politique, le nucléaire est en train de revenir à la mode. Comment expliquez-vous ce phénomène, alors que notamment depuis Fukushima, on avait l'impression que les dangers du nucléaire avaient été compris? Francis est optimiste. Francis partage la même analyse que nous sur le retour du nucléaire dans la question. Dans le débat sur l'énergie, à mon avis, c'est incontestable. C'est-à-dire que si on compare il y a 10 ans les discussions qu'on avait sur comment faire transition énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, puisqu'il faut toujours redire que c'est les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent, qui dérèglent le climat. Comment faire il y a 10 ans, le nucléaire paraissait très minoritaire dans la question, et aujourd'hui, il y a une offensive gigantesque qui fait y compris la relance, la création de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est quasiment au cœur de la discussion française sur la transition énergétique. Pourquoi ? Moi, je pense que c'est assez simple. C'est parce que c'est un choix gouvernemental. C'est-à-dire que c'est un choix qui a été fait par à la fois le président de la République, Emmanuel Macron, et puis son exécutif autour de lui, d'écouter ce que demande depuis des années la filière nucléaire, c'est-à-dire la relance de réacteurs nucléaires. C'est une demande répétée depuis des années par EDF. EDF étant en France producteur d'électricité, le producteur d'électricité historique et le principal exploitant de centrales nucléaires. C'est l'acteur principal, c'est que l'acteur principal de la filière nucléaire française, qui a un groupe qui a une importance historique très particulière, puisque à la fois service public,
historique, bénéficiant de toute une série de dispositions issues de la Seconde Guerre mondiale, bon, aujourd'hui mises à mal par les politiques de libéralisation européenne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas n'importe quelle industrie, c'est pas n'importe quelle entreprise, et c'est une industrie qui, encore aujourd'hui, est en difficulté, très endettée, donc il y a un intérêt économique énorme pour EDF à relancer potentiellement la construction de réacteurs. C'est une manière aussi de potentiellement de caler sa place dans la production et donc dans la consommation, dans le marché de l'électricité français qui a été libéralisé, comme chacun et chacune a pu s'en apercevoir. Donc voilà, donc je pense que c'est le fruit d'un choix politique, contrairement aux derniers exécutifs présidentiels qui avaient certes jamais commencé le chemin d'une sortie du nucléaire, mais qui malgré tout avaient voté, notamment c'était le cas sous François Hollande, une loi qui dans l'idée devait plafonner la production d'électricité nucléaire, puisque avait été votée cette loi qui fixait l'objectif de redescendre à 50% de nucléaire dans la production d'électricité en France, alors qu'aujourd'hui on est environ à 75%. Donc voilà, tout ça c'est oublié. Maintenant on est dans un truc, voilà, en tout cas, on est dans un moment nucléaire, en tout cas dans le discours. Est-ce que dans les pratiques, ça va pouvoir être mis en place ? C'est loin d'être réglé, parce que comme notre consoeur, collègue Martine Orange, du pôle économie de Mediapart, qui travaille aussi beaucoup sur les questions de nucléaire à Mediapart, elle a récemment fait un article qui faisait un peu le tour des graves obstacles qui existent matériellement entre ce discours pro-nucléaire et la réalité de ce qui pourra se mettre en place. Il y a d'innombrables problèmes économiques, financiers, technologiques et aussi d'acceptation sociale qui se dressent sur ce chemin. Donc, à la fois, c'est hyper présent dans le discours. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une forme de prudence par rapport au fait que ça serait hyper difficile à mettre en place et qu'enfin, si la France se mettait sur ce chemin, ce serait une décision très isolée au niveau international, où ce qui se développe, c'est massivement les investissements dans les énergies renouvelables, avec tous les problèmes aussi que ça peut susciter, mais en tout cas, c'est ça le mouvement international mondial de transition énergétique. Il se fait autour des énergies renouvelables et pas du nucléaire. Et donc ça, au bout d'un moment, c'est une question qui sera absolument à traiter d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est sur un marché de l'électricité en Europe. Bon, bref, après, ça devient un peu technique, mais tout ça pour dire qu'il faut juste, oui, c'est vrai, mais il faut juste, je pense, avoir quand même une prudence d'interprétation, parce que ça sera vachement difficile à mettre en place. Oui, après, peut-être que... Ouais. Juste pour appuyer un peu sur cet isolement de la France, là, Macron a besoin vraiment d'un soutien à la fois politique et financier de l'Union européenne. Il faut savoir, depuis avril à peu près, l'Union européenne elle est en train de mettre en place une taxonomie verte. En gros, elle est en train de labelliser les énergies pour réorienter les capitaux. Elle va dire aux différents investisseurs privés, ça c'est vert, vous pouvez y aller sans souci pour investir. Il y a eu un gros débat sur le nucléaire qui est encore en cours. On va avoir les résultats d'ici quelques jours a priori, mais il y a quand même eu une alliance. Enfin, Macron est en train de lutter pour que le nucléaire soit labellisé vert et pour qu'il puisse avoir cette labellisation et donc ensuite les capitaux privés pour pouvoir construire ces satanés EPR. Il s'est allié avec plusieurs pays gaziers d'Europe centrale. Ça veut dire que il a dit, en gros, moi je vous soutiens pour que le gaz, quand même le gaz fossile, quand même une aberration climatique, soit labellisé vert, et vous en échange vous allez voter pour que le nucléaire soit vert, quoi. Donc on a quand même une espèce de stratégie diplomatique de s'allier avec la Pologne charbonnière, avec ce gouvernement ultra conservateur, avec le gouvernement d'Orban aussi, enfin le gouvernement nationaliste et raciste d'Orban en Hongrie, tout ça pour pouvoir promouvoir et construire des EPR en France par la suite, quoi. Et ensuite, pour terminer sur la question de l'aberration climatique aussi du nucléaire, je rappelle quand même que dans le monde, il y a à peu près 41% des centrales nucléaires qui sont construites sur les bords de mer. Donc, on estime qu'aujourd'hui, il y a une centaine de centrales nucléaires qui sont vraiment littéralement en première ligne du réchauffement planétaire, qui peuvent être submergées par la catastrophe climatique. Donc, c'est une aberration. Il y a toujours ce discours-là du C neutre en CO2, mais c'est une aberration climatique de construire aujourd'hui des centrales sur ce littoral-là. Oui, c'est une petite musique qu'on entend aussi de plus en plus dans les commentaires sur Mediapart, ou pour beaucoup d'abonnés, face au changement climatique, ça paraît être un peu la panacée, c'est neutre, carbone. Mais cela dit, c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Et c'est un sujet qu'on a déjà commencé à traiter, mais qu'on va continuer à traiter, parce que c'est une discussion qui est hyper intéressante. Ouais, il y a un philosophe états-unien, John Dewey, qui a beaucoup travaillé sur la question des techniques et des technologies, et qui réfléchissait à comment faire pour créer un cadre démocratique
à des discussions de technologie, on peut considérer qu'un des grands problèmes du nucléaire, c'est son opacité. Et on n'a quand même pas été consulté. Le peuple français n'a pas été consulté sur cette décision de relance du nucléaire, alors que ses implications sont majeures, à commencer par le risque d'accident qu'on ne peut plus ignorer depuis ce qui s'est passé au Japon en 2011 à Fukushima, et l'énorme problème des déchets. Donc on a beaucoup traité à Mediapart les déchets nucléaires. Donc enfin voilà, on a plein d'articles, si ça vous intéresse, il y a plein d'articles sur Mediapart sur la question des déchets nucléaires. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière tout ça, derrière la dimension technique, technologique, économiquement complexe du sujet, il y a un vrai enjeu démocratique. Et donc John Dewey, pour en revenir à lui, il disait que finalement, une question de technologie, on peut considérer qu'elle peut être acceptable socialement si elle peut être démocratiquement débattue. C'est-à-dire si les citoyennes et les citoyens peuvent être en mesure d'émettre leur désir d'usage, leur volonté d'usage par rapport à une technologie, et finalement de décider entre eux la proportion, la taille de cette technologie par rapport à l'usage qu'ils voudraient en faire. Et on voit bien que sur le nucléaire, c'est pas possible parce que c'est tellement complexe. Il y a de tels enjeux de sûreté et de sécurité que c'est presque par définition une technologie qui échappe en fait à la délibération démocratique. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est souvent sans doute beaucoup moins traité par les autres médias, mais nous qui nous tient à cœur parce que c'est la question de l'intérêt général derrière. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, parce qu'on voit bien que c'est un débat qui est hyper clivé, et qu'on soit pour ou contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est apporter en fait des contributions à cette discussion, et y compris sur son aspect démocratique, ou au contraire, on peut considérer son défaut de démocratie. Après, peut-être pour compléter, Anna, sur ces histoires d'énergie et de nucléaire, il y a aussi un aspect qui est pas mal oublié dans le débat public, moi je trouve, et qu'on essaie aussi de mettre en avant, c'est la question de la sobriété et en fait, on débat du mix énergétique et quelle part du nucléaire pour les 10-15 prochaines années. Et dernièrement, il y a différents scénarios de mix énergétique qui ont été publiés. On en a parlé, et Mickaël notamment a fait des papiers autour de ça. Et là, en début de semaine, de nouveau, il y a eu des scénarios établis par l'ADEME, qui est l'agence de transition énergétique et écologique, et qui montrent qu'en fait, on peut aussi faire des choix politiques assez forts entre un scénario de sobriété où on réduirait globalement en fait notre consommation d'énergie. Et puis après des scénarios où effectivement on a recours aux technologies pour continuer à consommer comme aujourd'hui, voire continuer à bien plus consommer qu'aujourd'hui. Et donc voilà, et c'est là aussi que ça mérite discussion démocratique sur quelle voie on emprunte. Et c'est vrai que lorsqu'on s'enferme dans le débat nucléaire ou pas nucléaire, on oublie un petit peu cette question qui est quand même fondamentale, qui est notre dépense énergétique globale, quoi. Oui. D'ailleurs, il y a Yves, c'est pas vraiment une question, mais qui nous dit: je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais il serait intéressant d'animer un débat entre les pro-nucléaires et les autres projets alternatifs. Mediapart pourrait être le meneur de ce débat afin d'avoir une véritable vision sur le futur énergétique. Mais c'est un débat qu'on va complètement, on peut dire à la personne, donc on va complètement continuer à essayer de nourrir au maximum, en effet, dans les prochains mois. Ça nous paraît vraiment hyper important. C'est un des débats qui devait être central pour nous à la présidentielle, ça c'est sûr. Quand on voit que RTE, donc, qui est le gestionnaire du réseau de transport électrique, a sorti ses premières prospectives pour la neutralité carbone d'ici 2050 il y a quelques semaines, l'ADEME là en début de semaine, Négawatt aussi il y a quelques semaines. Enfin, on a des outils prospectifs pour justement les mettre sur la table, avoir une vraie discussion politique de c'est quoi notre mix énergétique à venir, avec, comme tu disais très bien Amélie, ce tabou des politiques, et pour moi qui est un des mots tabous de la présidentielle, c'est cette question de la sobriété. C'est quelque chose qui est inentendable aujourd'hui et qui est un espèce de mot obus que personne ne veut oser mettre sur la table, alors qu'il est vraiment primordial pour l'avenir énergétique, quoi. Une autre question pour toi, je pense, de Jean. Bonjour, arrivez-vous à ne pas désespérer face aux échecs des politiques climatiques comme la COP et à ce bouleversement qui semble maintenant irréversible? Y a-t-il encore des raisons de se réjouir? Une question pour vous trois, finalement. Oui, c'est pour nous trois. Mais pour répondre rapidement, oui, j'arrive à me réjouir dans le sens où... il y a toute une nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération climat, qui est quand même là depuis quelque temps. On a un peu documenté à Mediapart, ou même moi j'ai fait quelques reportages ou en manifestation. Il y a cet espoir-là, alors je suis peut-être trop optimiste, mais d'une génération en tout cas, d'une certaine jeunesse pour moi, qui est vraiment
commence à vraiment être active dans la rue. Alors, il y a encore plein de discussions stratégiques à avoir au sein de ce mouvement sur quel rapport à l'institution, quel rapport à la justice, quel rapport aux grandes marches, comment c'est de créer des alliances avec d'autres mouvements sociaux, ou déjà, est-ce qu'il faut faire mouvement social ou pas. Donc, il y a cette génération-là qui est en train de s'étoffer. J'ai l'impression, après la COP26, il y a eu un désenchantement, en tout cas pour cette génération-là, de dire, c'est une génération qui a vécu les accords de Paris en disant, bon, il s'est passé quelque chose, à nous essayer de tenir la dragée haute, comme on dit, pour tenir ces objectifs-là. Je pense que là, ils se sont vraiment dit, c'est un peu la parole de Greta Thunberg qui a dit, on est encore sur 31, on est encore sur du blabla, et c'est que ces COP-là ne servent que ce n'est qu'une grande foire du greenwashing. Je pense que là, il y a vraiment une rupture suite à la COP26 pour dire on ne peut plus vraiment plus rien espérer. Alors, moi, personnellement, ça faisait longtemps que je n'espérais plus rien du tout de ce genre d'institution, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été acté du côté de cette génération-là climat. J'ai l'impression, en tout cas. Après, l'espèce d'espoir que j'ai, c'est que le climat, pour moi, c'est un espèce de creuset. Enfin, en tout cas, il est au carrefour de plein de luttes d'émancipation. Ça veut dire que, donc sur la question climatique, bien sûr, mais sur la question sociale aussi, on voit très bien comment on a de plus en plus d'études. Je crois que Lucas Chancel du laboratoire des inégalités mondiales va sortir encore quelque chose la semaine prochaine. En tout cas, lui dit que 1% des plus riches en France émettent je ne sais plus combien, plus que la moitié la plus pauvre des Français. Enfin, on voit vraiment que la question sociale est structurante là-dedans. Il y a de plus en plus de militants écolos qui, on va dire, mettent les mains dans le cambouis en faisant des alliances avec, et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai documenté aussi, qui vont dans les raffineries de Total travailler avec les ouvriers qui sont quand même les premières personnes concernées par la pollution des énergies fossiles et par ces questions-là de transition énergétique, et par ces pollutions, ne serait-ce parce qu'ils sont riverains de ces infrastructures fossiles. Ça, c'est sur la question sociale, mais on peut parler aussi de la question de genre. Il y a encore une étude qui montrait que 40% des hommes, enfin que les hommes avaient une alimentation qui 40% de plus polluante, plus émettrice de gaz à effet de serre que les femmes. Enfin, il y a beaucoup d'études qui montrent en ce sens-là. Il y a toute la question coloniale avec le projet de Total en Ouganda qui nous montre encore l'absurdité. En tout cas, comment les logiques coloniales, elles abondent encore ces grands industriels fossiles. Il y a la question antifasciste aujourd'hui. C'est encore une question qui est pleinement d'actualité. Quand on a vu des personnages comme Trump, le premier geste a été de se retirer des accords de Paris. Quand on voit quelqu'un comme Bolsonaro qui est encore dans le négationnisme climatique pur et simple, quand on voit Marine Le Pen qui a tout un discours anti-éolien qui se rapproche beaucoup d'un discours, on va dire, c'est un peu le même discours qu'on retrouve sur les minarets et les mosquées, ça veut dire qu'on retrouve les mêmes similitudes, hein. C'est vraiment des choses qui viennent défigurer le paysage, c'est des choses qu'on ne veut pas voir et qu'il faut invisibiliser. Enfin, il y a tout ce carrefour-là fait que je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment s'acter d'un point de vue vraiment mouvement social, mouvement par en bas. En tout cas, moi, c'est le seul souffle d'optimisme que je trouve dans ces annonces-là qui n'aboutissent à rien finalement. Amélie, les raisons de se réjouir. Non, mais il a bien répondu. Moi, je dirais juste... Moi, ce qui me semble, en fait, la question de la joie, c'est hyper important, la joie, c'est essentiel à la vie, à l'évidence. Mais il me semble que la question, aujourd'hui, c'est moins est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on s'attriste que est-ce qu'on est dans le juste et dans le vrai d'un problème. Et de mon point de vue, si je compare avec la manière dont les questions d'écologie étaient quasiment absentes, en fait, du débat public en France. Il y a une dizaine d'années, ça n'avait pas toujours été le cas. Dans les années 70, ça avait été par moments beaucoup plus présent. Mais c'est vrai que pour plein de raisons, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment un enjeu ultra minoritaire, porté par peu de personnes. Le fait que ce soit à ce point au cœur de la discussion politique aujourd'hui, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est quand même assez central, on va dire, que ça mette en mouvement autant de personnes, que ça suscite autant d'intérêt par les ventes de bouquins, par les multiples rencontres, conférences, colloques. Enfin, nos lecteurs et nos lectrices, ils savent bien ça. Enfin, il y a une actualité foisonnante en fait autour des questions d'écologie. Moi, je trouve que c'est hyper important parce que même si d'un point de vue institutionnel et gouvernemental, on est encore complètement bloqué,
c'est-à-dire qu'on est vraiment, mais pas du tout les actions qui sont mises en place sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, et que même elles sont hyper pauvres du point de vue des représentations par rapport à tout le foisonnement intellectuel qui existe aujourd'hui sur tous ces enjeux. Mais au moins on en parle, et d'une certaine manière on est dans le dur des choses. Et donc quand bien même on peut trouver qu'il y a des faux arguments, des mauvais arguments qui sont utilisés, au moins il y a des arguments. Moi je pense que c'était le préalable absolument nécessaire on parlait de John Dewey tout à l'heure, à un début d'espace public un peu informé, un peu actif et démocratiquement dynamique sur les enjeux d'écologie. Ça, c'est quand même un truc. Et encore une fois, Mediapart essaye de mettre beaucoup d'énergie, si je puis dire d'énergie, de mettre beaucoup de travail là-dedans, mais nous et plein d'autres, dans un écosystème. Et en fait, nous, on est le réceptacle. On est le réceptacle et de ce qui se produit par ailleurs. Donc, et en termes d'information, nous, il faut toujours redire, nous, on travaille à partir des informations qu'on nous donne. Donc c'est ça aussi qui se passe, c'est qu'on reçoit de plus en plus d'informations en fait sur les enjeux de climat, d'agriculture, de pollution, etc. Et aussi, on est le réceptacle des recherches, des propositions intellectuelles, des propositions de réflexion générale ou des pratiques alternatives de la société. On est un réceptacle. Et à des moments, on essaie de faire un peu un miroir grossissant sur certaines problématiques qui nous paraissent plus importantes ou particulièrement invisibilisées. Mais on est dans ce moment-là qui, moi, me paraît quand même assez important sur ces sujets. Oui, moi je pense qu'il y a aussi qu'il y a une évolution. D'ailleurs là, avec la présidentielle, on a vu que l'année a démarré avec la primaire écolo, qui a ensuite quand même eu beaucoup de place dans l'espace médiatique. Et puis on voit bien que même chez des partis qui n'ont pas du tout de préoccupations écologistes, on voit bien que quand même cette question elle est présente. Après, moi ce que j'observe sur mon terrain, c'est un peu pour aller dans le sens aussi de ce que disait Mika, c'est que moi j'observe en fait énormément de mobilisations qui convergent entre elles en fait. Pour ce qui est de mon terrain, c'est des gens, des paysans, des paysannes qui convergent avec des syndicats ouvriers ou des riverains, riveraines qui, c'était pas forcément politisé et qui se politisent en fait autour d'une lutte locale et notamment, alors pour donner un exemple de quelque chose qui a pris une ampleur que j'avais vraiment pas du tout anticipé, c'est la mobilisation contre les méga-bassines dans l'Ouest, donc notamment dans les Deux-Sèvres, en Charente. Donc j'en ai suivi une au mois d'octobre et c'était assez incroyable de voir en fait le degré d'organisation et d'efficacité dans la mobilisation. Bon, c'est une mobilisation aussi à laquelle participaient et étaient aux manettes d'ailleurs XR, Extinction Rébellion, des organisations comme ça, Youth for Climate, etc. C'était aussi un truc très intergénérationnel. Et moi, c'est ça qui me donne, alors effectivement, je ne sais pas si on peut parler d'espoir, de joie, mais en tout cas un tout petit peu d'optimisme dans ce paysage qui est effectivement parfois désespérant quand on observe le niveau institutionnel. Mais encore une fois, au niveau des bases, au niveau des gens qui se mobilisent, je trouve qu'il y a une prise de conscience, et en particulier chez les jeunes générations, qui est énorme. Oui, ça c'est vraiment enthousiasmant. On a une autre question pour toi, Amélie. Peut-on nourrir l'Europe sans l'énergie fossile, avec l'agroécologie ou la permaculture par exemple ? Alors c'est un sujet que justement j'ai traité récemment, par plutôt une approche théorique, puisqu'il y a effectivement beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette question-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'agroécologie et d'agriculture bio à petite échelle. On sait très bien faire. Il y a beaucoup de paysannes et de paysans, et depuis des années, et bien avant d'ailleurs l'agriculture industrielle, qui travaillent de manière écologique. Mais la question est, est-ce que effectivement cette manière de travailler peut nourrir la population humaine à grande échelle? Et oui, la réponse est oui. Il y a des exercices de modélisation qui ont été faits. A priori, une agriculture bio va entraîner un petit peu moins de rendement à court terme que l'agriculture qui utilise des produits chimiques, mais ça n'est pas du tout incompatible avec le fait de nourrir le plus grand monde, notamment parce qu'il y a énormément de gâchis alimentaires, de déchets qu'on pourrait tout à fait réduire. Il y a tout un travail de toute façon à faire aussi en termes de consommation de viande, par exemple, qui permettrait aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un travail que j'ai fait là en septembre, où j'ai fait état des différentes publications scientifiques
à ce sujet, et notamment le scénario TIFA qui a été élaboré par des chercheurs de l'IDRI notamment. Oui, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur la sobriété. Exactement, oui. On a une question. Alors, qu'en est-il des financements internationaux pour soutenir les pays en voie de développement dans leur transition écologique et leur adaptation aux dangers du changement climatique, notamment de la question des pertes et dommages? La COP26 a semblé plutôt un échec de ce point de vue. Y a-t-il d'autres perspectives de progrès sur ce sujet? Au niveau de questions. Oui, hein. Magnifique. Oui, c'est un peu pointu, mais c'est pas que ça a semblé être un échec, c'est que c'était un fiasco total. En gros, il y avait deux volets là-dessus sur la COP26. Il y avait l'histoire des 100 milliards de dollars à mettre au pot commun par an pour les pays du Sud, pour les aider à faire leur transition énergétique. Donc ça date depuis 2019, depuis 2009, depuis la COP de Copenhague. On se rend compte qu'il manque toujours à peu près 20 milliards au pot, et qu'en plus la plupart de ces financements, je crois que c'est plus de 70%, sont faits sous l'ordre de prêts. Donc ça creuse la dette des pays du Sud. Là, la COP26, tout le monde est arrivé en disant « ne vous inquiétez pas, on va vraiment remédier ce problème-là ». Mais le problème, c'est qu'encore une fois, la promesse a été réitérée pour 2023, si je ne me trompe pas. Donc, encore une fois, c'est des promesses complètement creuses. Le deuxième gros chantier, effectivement, c'est ce que dit très bien la personne, c'est cette question-là des pertes et dommages. Ça, c'est vraiment un sujet tabou dans le sens où... Oui, si tu veux alors les pertes et dommages, c'est vraiment c'est un pays du Sud qui peut dire, voilà, nous, on a eu, par exemple, tel ouragan en 2015. On a des études scientifiques, de toute façon le GIEC le démontre de plus en plus, qui nous montrent que c'est vraiment dû au dérèglement climatique. Comme c'est un peu ce que je disais au début de l'émission, comme les pays du Nord sont vraiment responsables, les premiers responsables de ça, on est en mesure, on est en droit de vous demander des financements pour réparation de ces pertes et dommages dus au dérèglement climatique. Le problème, c'est que les pays du Nord ne veulent pas du tout entendre parler de ça, parce que ça ouvrirait la porte à des procès juridiques, au fait, tout simplement. Parce que le nombre de catastrophes climatiques qu'il y a depuis les années 2000, et on commence vraiment à faire les liens avec les dérèglements climatiques, sont de plus en plus nombreux. Ce qui s'est passé là pendant la COP26, on sait que les États-Unis et l'Union européenne, et tout particulièrement la France, de ce qu'on nous a dit, a vraiment saboté, a vraiment torpillé les négociations sur les pertes et dommages. Là, ce qu'on sait, c'est que la porte a été entrouverte. En tout cas, il y a eu un pied qui a été mis dans la porte, puisque l'Écosse, la Wallonie et l'Allemagne ont mis collectivement 10 millions d'euros. Donc c'est vraiment ridicule. Mais ça ouvre la porte à cette question-là de est-ce que plus tard, les pays du Sud pourront faire de grands procès, enfin mettre en justice cette question-là devant des tribunaux climatiques ou devant... l'ONU en tout cas, c'est très mal parti. Ce qui se dit, c'est qu'à la prochaine COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'année prochaine, ce sera un des dossiers vraiment sur le dessus de la pile. Merci. On a une question de éphémère. J'habite près de Sivins, c'est tout près de chez moi. Il existe un autre barrage construit illégalement, mais il reste en place comme s'il était conforme. Les autorités ne respectent pas les règles. Est-ce que ça ne démontre pas la volonté de la part des autorités de faire reculer, même illégalement, les questions écologiques ? Oui, ouais. Alors après sur ce sujet-là en particulier, j'ai pas plus d'éléments, mais souvent effectivement, c'est l'opération du fait accompli, quoi. On laisse faire en attendant, et c'est très difficile en plus de revenir en arrière. Donc heureusement, il y a souvent des associations qui se constituent pour déposer des recours, etc. Mais malheureusement, une fois que le dégât est fait, c'est difficile de revenir en arrière. Mais on est assez alerte sur ce genre de sujet. Là, pareil, comme disait Jade tout à l'heure, faut pas hésiter à nous contacter. Il y a une adresse mail sur le site. Et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on travaille. En tout cas, moi, je fais beaucoup de sujets comme ça, très locaux, très localisés, autour, en général, de projets d'infrastructure qui sont très contestés, où il y a des recours juridiques. Et parfois, ça peut aboutir. Donc, faut pas hésiter à nous alerter sur ces sujets-là. Une question de Louis. La présidentielle approche. Est-ce que vous pensez que les partis et candidats vont vraiment prendre en compte le sujet de l'écologie et du climat cette fois-ci ? Est-ce que vous allez décrypter les programmes des candidats à ce sujet ? On est tous dans le même mood, j'ai l'impression. Oui. Ce qui est certain, c'est que ce sera présent dans le discours. Ça, c'est certain. Il faut être honnête, c'était déjà le cas dans les programmes présidentiels des précédentes élections. Mais là, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce soit... parce qu'on n'a pas encore les programmes, à part, si je ne me trompe, celui de la France Insoumise, qui met vraiment, là, pour le coup, la question de l'écologie, de la transition écologique au cœur de son programme. Après, on pense... Enfin, voilà, il y a tout un décryptage critique
à faire des mesures à l'intérieur, mais on peut prendre acte du fait qu'eux, ils ont vraiment mis ça au cœur de leur proposition politique. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce sera peut-être plus présent dans les programmes des camps politiques qui, jusqu'à présent, étaient extrêmement silencieux sur le sujet, comme par exemple les Républicains. Donc voilà. Après, comme nos lecteurs les plus fidèles savent que chaque 5 ans, enfin tous les 5 ans, il y a ce grand moment de grand décryptage des programmes des candidates et candidats dans Mediapart. Donc on le fera évidemment. Mais c'est vrai que il faut pas se laisser illusionner par ça, dans le sens où le décalage entre les engagements au moment des élections par les candidates et candidats et puis l'arrêté de ce qui se fait après est tellement béant que, voilà, à la fois c'est intéressant, mais moi, mon parti est plutôt maintenant de ne pas non plus y passer trop de temps, parce que, voilà, malheureusement, c'est beaucoup des mots et pas beaucoup des actes. Ce qui sera intéressant, c'est que d'ici mars, il y aura 2 moments d'éclairage où forcément les candidats vont être obligés de se positionner là-dessus. C'est qu'en février-mars, on va quand même avoir les 2 derniers volets du 6e rapport du GIEC, qui avait déjà fait pas mal de bruit, l'air de rien, en août dernier. Donc là, forcément, il y aura une attention médiatique, il y aura les projecteurs médiatiques là-dessus. Donc forcément, ils seront obligés de se positionner, même Éric Zemmour. Et il y a quand même autre chose qui est vraiment importante, c'est que fin mars 2022, donc à la veille du premier tour, il y a quand même la France, enfin en tout cas le gouvernement français, qui a été condamné par le Conseil d'État à l'inaction climatique. Et donc la fin mars 2022, le gouvernement doit vraiment prouver au Conseil d'État qu'il a mis en œuvre des mesures ambitieuses climatiquement, enfin d'un point de vue climatique, pour respecter ses engagements vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis des accords de Paris. Donc on va peut-être avoir une condamnation fin mars 2022, juste à la veille du premier tour. Donc encore une fois, il y aura encore une fois une lumière médiatique là-dessus qui feront que les candidats seront obligés de parler de cette question-là. Michel Camille nous demande pourquoi les scientifiques et ceux du GIEC, entre autres, ne sont pas entendus par les pouvoirs gouvernementaux. Pas entendus ou pas écoutés. Ça, c'est une question, on ne peut pas y répondre en 2 minutes, dans le sens où, à la fois, parce que les réponses sont multiples, et d'ailleurs la question ne se pose pas que sur le climat. Ça se pose sur la question de la santé, sur la question des pollutions. Enfin, on pourrait parler du Covid. Enfin, oui, on a plein d'exemples sur lesquels, cette question est pertinente. Et moi, je pense qu'il y a, ce qui est évident, mais ça, c'est vraiment du café du commerce de dire ça, c'est qu'il y a à la fois une inculture scientifique de la part des personnes qui, en règle générale, se retrouvent au gouvernement, à quelques très rares exceptions. Ce sont des personnes qui, dans leur parcours scolaire, souvent d'excellence, n'ont pas vraiment travaillé les matières scientifiques. Donc il y a une difficulté de leur part à appréhender des sujets qui sont techniquement complexes. Et il y a ensuite la question de comment on fait démocratie à partir de savoirs scientifiques. Et là, je veux dire, quitte à me faire un peu l'avocate du diable, heureusement que le gouvernement n'obéit pas à un gouvernement de scientifiques. Vous voyez, c'est là où les choses, elles sont hyper complexes, et que le climat, en fait, repose en plein la question de qu'est-ce qu'une démocratie vivante, efficace, moderne, contemporaine, qui parle au nom de qui. Il y a des années, le philosophe Bruno Latour avait posé la question du parlement des choses, en posant la question qui parle en politique. Sur le climat, qui parle et qui doit être écouté. Et là, on en est, nous, à une version très primitive de notre démocratie par rapport à ça, parce que c'est largement délégué. Les décisions politiques sur le climat, elles sont largement déléguées à des personnes qui, donc, comme on le disait à l'instant, n'y connaissent pas grand-chose. Mais en fait, c'est une bonne chose que les gouvernements n'appliquent pas des procédures scientifiques. La question maintenant, moi, je trouve davantage, c'est comment est-ce qu'une société s'empare suffisamment de ces sujets pour faire pression, en fait, pour ses gouvernants, sur ses gouvernants, sur ses députés, sur ses élus locaux, pour que tel projet de construction sur tel champ agricole, sur telle terre naturelle s'arrête, pour que des voies d'autoroute arrêtent d'être construites à côté des écoles, et que ça, en fait, c'est vraiment aux habitantes et habitants de s'en emparer. Je pense que pour moi, vraiment une des leçons politiques importantes de ces questions d'écologie, c'est que ça ne peut pas être délégué, y compris à des gouvernants. Donc on peut critiquer leur inculture scientifique, il faut sans doute revoir leur formation, etc. Mais derrière, c'est pas, la question, elle est vraiment celle d'une mobilisation beaucoup plus forte et
d'une implication des mouvements sociaux, si on reprend ce que disait Mickaël au début de l'émission, sur la question du travail, une implication des mouvements sociaux dans la question de l'écologie, et que cesse ce clivage entre, d'un côté, mouvement climat et de l'autre côté, mouvement syndical, mouvement du travail, parce que ce clivage-là affaiblit en fait l'espèce de ligne de front qu'il faudrait constituer pour faire pression suffisamment pour que les choses changent beaucoup plus radicalement qu'elles ne le font aujourd'hui. J'ajouterais que faut pas sous-estimer le rôle et l'importance des lobbies, et aussi toute la manipulation scientifique qui est aujourd'hui à l'œuvre, parce que en fait, de la part des industriels, des mastodontes de l'industrie, de l'agrochimie, etc., il y a un vrai travail en fait souterrain de manipulation en fait des données scientifiques. Et en fait, ils cherchent aussi à intégrer. Bon, ça, Mickaël, on a parlé autour de Total, du fait que Total savait depuis déjà le début des années 70 qu'il émettait énormément de gaz à effet de serre et qui aurait des conséquences inéluctables à terme. Du côté des industriels des produits phytosanitaires, donc qui sont employés de façon massive en agriculture, les Bayer, Monsanto et compagnie, ils savent aussi très bien, pertinemment, en fait, qu'ils sont en train de tuer et qu'ils tuent depuis des dizaines d'années, en fait, les populations d'abeilles, d'insectes, etc. Et en fait, ce sont des entreprises qui intègrent, qui embauchent elles-mêmes des scientifiques qui pervertissent en fait le travail scientifique et qui organisent ensuite des colloques, etc., sous couvert de caution scientifique. Donc, il faut faire extrêmement attention aussi avec tout ça. Il y a un journaliste qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est Stéphane Foucard, qui travaille justement sur tout ce truc de manipulation scientifique. Donc, je crois que ça a aussi un rôle en fait dans les décisions qui peuvent être prises, ou en tout cas le laisser faire, vraiment le boulevard qui est donné à ces multinationales pour continuer à polluer et à nous empoisonner, quoi. Moi, je rappelle que durant la COP26, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 500 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient présents dans les couloirs de la COP. C'était la plus grande délégation, en fait. Plus grande que c'était la délégation russe et brésilienne, les plus grosses, il est dépassé d'une vingtaine de délégués. Bon, là-dedans, il y avait quand même 8 représentants d'EDF, il y avait 3 représentants de Total. On ne sait pas trop ce qu'ils faisaient, à quel point ils étaient dans les couloirs ou dans les salles, mais il y a quand même déjà ça symboliquement, comment l'ONU, elle peut accréditer plus de 500 lobbyistes fossiles dans une enceinte comme celle-là. Donc effectivement, ça participe à cette fabrique du doute scientifique, ou en tout cas cette fabrique du doute tout court autour de la question climatique. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Amélie et ce que disait Jade, effectivement, on se rend compte qu'on est en train de... Alors ça, c'est Christophe Bonneuil qui le fait très bien, qui l'a montré qui est l'historien des sciences, qui a justement creusé toutes ces archives de Total pour montrer que depuis 1971, Total était au courant de l'impact climatique de ses activités. On est en train de voir qu'il n'y a pas une histoire linéaire au fait de la connaissance scientifique du réchauffement planétaire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, on n'est pas de plus en plus éclairé, et la société civile puis les dirigeants vont être éclairés. On est en train de voir que c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe que ça, qui a des jeux d'acteurs très, très complexes. On sait par exemple depuis quelques années que dès le début des années 80, Exxon commençait à faire des études sur le réchauffement, qu'ils avaient envoyé des cargos en Arctique pour faire des prélèvements et produire eux-mêmes leur propre savoir, qu'ils ont aussi encore une fois participé à plomber dès le tournant des années 90 les premières mesures politiques ambitieuses. Donc on voit qu'il n'y a vraiment pas du tout cette question linéaire. Et pour rebondir encore une fois sur ce que disait Jade, et pour essayer d'avoir un peu de joie, encore une fois, et un peu d'optimisme, on l'a démontré avec un papier qu'on avait fait avec Amélie. On a vu qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup de participants à la Convention citoyenne pour le climat, qui s'étaient ensuite engagés durant les élections régionales, parce qu'ils s'étaient rendus compte que effectivement la région, en tout cas le territoire, c'était un levier extrêmement important pour travailler sur la question du logement, sur la question du transport, sur la question de l'agriculture, et qu'il y avait des vrais leviers d'action, des vrais ressorts qui pouvaient se jouer là à l'échelle locale. Donc il y a quelque chose qui se joue là, il y a un nœud politique qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Une autre question politique, comment faire en sorte que même en entamant une transition écologique, cette dernière ne repose pas sur les plus précaires, qui seront, on le sait, les premières victimes les premiers changements. Ça devrait... Si on vivait dans une démocratie saine et bien vivante, ça devrait être le cœur
en tout cas, un des cœurs de la discussion de la campagne présidentielle. En fait, là, on n'a pas le temps d'élaborer, mais on pense évidemment à toute la question du prix donné au CO2, de ce feuilleton de taxe carbone qui est revenu régulièrement depuis une douzaine d'années dans la vie politique française, dans les propositions politiques, au mouvement des Gilets jaunes. Enfin, on voit bien qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de politique climatique socialement supportable si elle n'est pas massivement redistributive. Et que voilà, c'est un chantier politique passionnant, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est compliqué, mais c'est essentiel. Et ça, c'est sans doute à un moment où de plus en plus de personnalités à droite parlent d'écologie. C'est sans doute un des points sur lesquels il y a un vrai clivage idéologique entre la manière dont la droite parle d'écologie et la manière dont la gauche parle d'écologie. C'est vraiment cette question de la redistribution et des inégalités. Et ça, on va, encore une fois, dans les prochaines semaines, en parler vraiment le plus possible par des requêtes, des reportages, des entretiens, etc. dans Mediapart. C'est une question majeure. On l'a bien vu durant la loi climat, là au printemps dernier, comment c'était une loi qui reposait en grande partie sur, qui faisait porter la responsabilité climatique, ou en tout cas les efforts les plus importants sur les ménages les plus précaires. Alors effectivement, la question, elle est vraiment gigantesque. Comme je le disais, il y a 1% des plus riches en France qui ont une empreinte carbone 8 fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français. Donc il y a déjà la question, par exemple, très intéressante d'avoir un ISF climatique, par exemple. C'est quelque chose, une mesure très simple qu'on peut imaginer, c'est de dire les plus gros pollueurs sont les plus riches, donc on va les taxer sur cette question-là pour redistribuer sur des choses comme ne serait-ce que la précarité énergétique. Il y a plusieurs millions, je ne sais plus combien on est de millions, on est à 4... je suis en train de me perdre dans les chiffres, mais en tout cas, sur les ménages, je crois que c'est 5 millions, le nombre de ménages qui souffrent de précarité énergétique. On pourrait imaginer un processus redistributif on taxe les plus riches pour enfin travailler cette question-là, la précarité énergétique, qui touche en premier lieu les ménages et les femmes les plus précaires. Et effectivement, on l'abordait un peu, il y a cette question aussi d'essayer d'enfin de concilier cette fausse rupture entre le travail, l'emploi et l'écologie, quoi. La semaine de 4 jours, par exemple, c'est quelque chose de génial. La semaine de 4 jours à Mediapart. C'est le droit. La semaine de 4 jours à Mediapart, ce serait génial, effectivement, mais c'est une grande revendication de la CGT. C'est très utopique, là, le niveau où on en est. Les 32 heures par semaine sur lequel milite la CGT depuis un bout de temps, on est en train de se rendre compte, il y a encore une étude anglaise qui a démontré que si on passait à 4 jours, c'est comme si on enlevait tout le parc automobile du Royaume-Uni. Donc, ça veut dire on travaille mieux et on pollue moins. Donc, c'est une mesure. Et il y a moins de chômage. Et il y a moins de chômage. C'est-à-dire que c'est une mesure parfaite en termes de croisement entre l'emploi et l'écologie. Puis, il y a encore toute la question. Et Mika, candidat. Je l'abordais. Mika, candidat du pouvoir en 2022. J'ai plein de mesures concrètes. En tout cas, il y a cette question-là aussi de la formation qui est vraiment incroyable sur la question de la transition énergétique au sein de l'industrie lourde. Là aussi, c'est un vrai dossier sur lequel la CGT peut être vraiment porteuse et sur lequel elle peut tisser plein d'alliances politiques avec la gauche. Donc le sujet est vaste et il y a plein de solutions à trouver là-dessus. Votez Mika. Mika président. Idée, je pense, si j'étais président. Il y a Simon qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure, Jade. Vous dites que les projets d'infrastructure ne peuvent pas être délégués à un gouvernement. Mais dans ce cas, pourquoi expliquer que les préfets valident l'implantation des éoliennes sans l'accord préalable des collectivités locales ? Alors, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne voulais pas dire ça. Mais donc, je ne suis pas sûre que on dit ça, mais en fait, c'était plus par rapport à la démocratie. Oui, c'est ça. Oui. En fait, en France, c'est une évidence. Les décisions sont hyper centralisées. Et notamment en termes d'infrastructures, en fait, les grosses infrastructures type infrastructure routière, infrastructure ferroviaire type LGV, on peut penser au Lyon-Turin qui est en train d'être relancé, qui pourrait à lui-même faire l'objet de toute une émission, mais on ne va pas faire ça maintenant. Surtout que c'est la fin. Et donc, mais il y a des conflits. Plus sérieusement, l'État est aménageur, le pouvoir d'aménagement revient à l'État. Le droit est d'ailleurs hyper favorable à cet aménagement et cette situation pose une infinité de problèmes locaux, de conflits d'usage des terres. Donc on en suit énormément à Mediapart, on a beaucoup suivi à l'époque l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais en fait il y a plein d'autres exemples de ce type. Et donc l'État il se pense aménageur et jamais démanteleur,
comme on le voit sur le nucléaire. Ça peut être aussi un futur sujet de discussion d'émission. Le plateau touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci Amélie. Merci Jade. Merci Mickaël. Merci aux collègues qui ont sélectionné dans l'ombre toutes les questions. Restez connectés pour le plateau suivant sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles avec Lénaïque Brodou, Marine Turki, Hadidja Zerwali et Tariq Safraoui.